cas, le chemin que j'ai fait, il m'a amené aujourd'hui à être probablement l'artisan le plus heureux du monde, je crois. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je m'éclate dans mon travail, je suis super heureux tous les jours. J'ai encore plein de projets et plein de motivations comme au premier jour. Donc, ce chemin m'a amené là aujourd'hui. Si j'avais eu un chemin plus facile ou différent, je serais peut-être pas ici, en fait. Donc, je le regrette pas du tout. Je referais tout pareil, je pense. Le meuble qui cache la forêt. Un podcast qui explore et explique les métiers du bois. Partons à la rencontre des artisans et entrepreneurs qui ont choisi ce matériau pour gagner leur vie. Découvrons ensemble les acteurs au cœur de sa transformation et de son cycle de vie. Et le tout, sans langue de bois. Dans cette première saison, Camille et moi vous proposons de se pencher sur le produit fini, le meuble, l'objet en bois. La deuxième transformation. Nous allons comprendre pourquoi de nombreux artisans ont choisi l'entrepreneuriat dans le bois et comment cette matière et ses dérivés leur permet de vivre de leur métier. Alors bienvenue dans notre tout premier épisode. On est très fiers et contents d'être là avec Julien aujourd'hui pour démarrer ce podcast. Merci d'être à notre écoute. C'est avec un immense plaisir qu'on commence cette saison. Et on va découvrir aujourd'hui le métier de tourneur sur bois, entre autres. Pas avec n'importe qui, comme on l'a dit dans l'introduction, on est avec Julien Monnier qui est tourneur ébéniste à Eguines, petit village dans le Var. Petit village très pittoresque et très touristique d'ailleurs. Et peut-être que tu vas nous en reparler, Julien, dans la discussion, qui est très connu dans le milieu du tournage. C'est ça, historiquement un village de tourneurs en fait, où plus ou moins toutes les personnes habitant dans le village travaillaient en tant que tourneurs ou pour des tourneurs ou en lien avec des tourneurs et avec la forêt. Et on va commencer juste par te présenter si tu veux bien. C'est quoi ton parcours et puis qui tu es en tant que personne? Ok, donc Julien Monnier, j'ai 31 ans en fait. J'ai commencé à travailler dans le bois quand j'avais 15 ans. Et j'ai commencé non pas par le tournage, mais par la menuiserie. Je suis rentré en apprentissage, d'abord au Compagnon du Devoir et puis en alternance dans une entreprise. J'ai fait pendant 10 ans en fait, des études en alternance dans les métiers du bois, en menuiserie, ébénisterie, en sculpture aussi, en commerce, une partie, toujours en alternance. Et tout ça sans jamais croiser un tour à bois dans l'atelier, en réalité. Ouais. Et aujourd'hui, ça va faire maintenant 6 ans que je suis installé à mon compte en tant qu'ébéniste et tourneur sur bois, donc à Eguines, ce petit village capitale mondiale du tournage sur bois. Capitale mondiale. Oui, on s'en vante un peu de temps en temps. Mais... Donc on va y revenir, mais 6 ans à temps plein, c'est ton métier principal. C'est ça, c'est la seule activité que j'exerce. Et du coup, il n'y avait pas de tour à bois à aucun moment dans aucune de tes années d'apprentissage, mais du coup, comment t'en es arrivé à t'intéresser à la matière Alors pour ça, je vais être obligé de raconter un petit peu mon parcours plus en détail, en réalité. Donc, comme j'expliquais, j'ai été toujours en alternance dans mes études et je travaillais principalement sur l'établi, sur les chantiers, avec les machines classiques de menuiserie, d'ébénisterie pour... faire donc de l'ameublement, de l'agencement. Et arrivé à un certain niveau d'études, j'ai commencé à passer plutôt dans la partie bureau, dans la partie conception, la partie gestion d'un atelier. Et il y avait plus ce côté concret sur l'établi. Alors, un peu par frustration, j'ai commencé à faire un petit atelier chez moi, en amateur, pour le plaisir, à m'équiper petit à petit comme je pouvais, et à prendre des cours du soir chez un sculpteur. J'avais la chance d'avoir un super sculpteur dans le village où j'habitais. Et ce sculpteur, il avait un tour à bois. Et juste pourquoi la sculpture ? Au début, tu t'es dit, t'aurais pu commencer par beaucoup d'autres choses en fait. Par opportunité, en fait, en menuiserie et bénisterie, j'avais un peu fait le tour, on va dire, des formations qu'on pouvait faire en atelier. Et la sculpture à la gouge, j'avais jamais vraiment pratiqué. C'était une compétence en plus qui m'attirait. Et comme ce qui me manquait vraiment le plus, c'était pas tant les machines, mais vraiment les ciseaux à bois et les maillets, on va dire. La proximité de ce sculpteur et le fait qu'il propose des cours du soir juste à côté de la maison, c'était vraiment pratique pour moi. Et donc ce sculpteur avait un tour à bois dans l'atelier
Je lui ai demandé un petit peu de me montrer, de m'apprendre. Il m'a dit non. Écoute, c'est super ce que tu m'apprends, mais moi, il y a ça là. Non, j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à skier avec lui, mais alors dès le début, il m'a dégoûté du tournage. Il m'a dit qu'il détestait vraiment en fait cette machine. Wow. J'ai appris après qu'en fait, il avait eu un accident quelques années auparavant avec le tour à bois, et depuis, il voulait vraiment pas s'en servir et il voulait pas me le montrer. Alors ça a fait que alimenter ma frustration et ma curiosité, forcément. Et il se trouve qu'une personne âgée que je connaissais avait eu vent du fait que je montais un petit atelier chez moi pour le plaisir. Il avait un tour à bois dont il ne se servait pas et il m'a dit « si tu veux, je te le donne », tout simplement. J'ai dit oui, mais je ne savais toujours pas m'en servir. Alors j'ai dû faire à peu près toutes les conneries possibles qu'on peut faire sur un tour à bois. J'ai évité de peu pas mal d'accidents, je pense. En y repensant, je me dis que franchement, c'était pas raisonnable. Et donc, arrivé à la fin de ce diplôme-là, je savais que je voulais revenir à quelque chose de vraiment artisanal, de vraiment manuel. Et je voulais continuer aussi à me former. Donc, j'ai découvert l'école de tournage sur bois Jean-François Escoulen à Eguin, qui est une école avec une réputation assez importante dans le milieu du tournage. Je me suis dit que c'était là que je voulais aller pour continuer à me former. Et cette école est assez unique en fait, déjà parce qu'il y en a très peu des écoles de tournage sur bois. À cette époque-là, en France, je pense que c'était la seule qui proposait une formation longue, professionnalisante au métier de tourneur. Et une petite école qui est montée en association, elle propose 2 types de formations. Des formations courtes au métier de tourneur sur bois, ça peut être de l'initiation, du perfectionnement aussi, et puis des formations vraiment réservées aux professionnels pour apprendre des techniques spécifiques. Et il y a cette formation longue qui dure 6 mois. Et au moment où je l'ai fait, on était une promo de 11 stagiaires, qui était vraiment le maximum. Aujourd'hui, ça a diminué, c'est des promos de 7 stagiaires, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et en parallèle, par contre, ils continuent à proposer des stages courts, chose qu'il n'y avait pas au moment où j'ai fait cette formation. Ouais. Donc ça reste une petite structure avec une ambiance très conviviale et presque familiale, j'ai envie de dire. En plus du fait que c'est une toute petite promo, il y a l'aspect vivre ensemble aussi qui est vachement présent, c'est ça? Vous dormez sur place, vous vivez ensemble Oui, on vivait, c'est ça. C'était une grande colocation. On vit toujours ensemble. On s'est jamais quittés. On est 9. C'est-à-dire que cette école, le local, le lieu en tout cas, était un centre de vacances en fait avant, et je crois que ça n'a jamais vraiment changé parce que les personnes qui viennent, c'est vraiment que pour du plaisir. Et donc il y a des dortoirs à l'étage, il y a des salles pour cuisiner, pour manger. Il y avait même une petite salle pour jouer au ping-pong le soir, se lâcher un peu les mains. Et dans un petit village comme Eguin, où les locations sont rares, et surtout l'hiver, cette école, c'était vraiment un lieu dans lequel on vivait, on dormait, on mangeait, tournage tout le temps entre nous, quoi. C'était juste une colo avec une mono-activité la journée, quoi. C'est tournage. T'as pas le choix. Exactement ça, ouais. Et demain, tournage. Tournage. Bon, justement, on va parler un peu plus de tournage. Bon, on va essayer de... Parce que nous, on est un peu dans le milieu du bois, mais peut-être on va se mettre à la place d'auditeurs qui connaissent pas le métier ni ce que c'est un tourneur. Est-ce que tu peux un peu nous décrire c'est quoi le métier ou les spécialités d'un tourneur, le métier de tourneur? Est-ce que toi, tu as des spécialités, par exemple? Et ensuite, on va essayer aussi de dégrossir l'imaginaire, comme on disait un peu dans l'introduction. Enfin, moi, à part tourner des bols, des assiettes et puis peut-être des barreaux de chaises, j'imagine que c'est bien plus vaste que ça. Donc, tu peux peut-être nous aiguiller. Ou concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que tourne un tourneur? Il peut tourner plein de trucs. Le tournage, pour ceux qui ont du mal à visualiser, c'est en fait une technique de sculpture qui est... on met une pièce de bois en rotation sur un axe et on va venir, pendant que la pièce est en train de tourner sur elle-même, la sculpter donc de manière circulaire avec des gouges, des bédanes, des racloirs, des outils de sculpture. Ça existe en tournage automatique aujourd'hui avec des tours copieurs qui travaillent... ou des commandes numériques qui travaillent presque entièrement automatiquement, mais le vrai artisan tourneur travaille uniquement à la main. Donc c'est vraiment de la sculpture sur une pièce qui est en rotation. Ça, c'est vraiment pour le principe général du fonctionnement. Ce qu'on peut visualiser en tournage traditionnel dans le métier, ça va être donc les balustres, les pieds de table qui sont profilés sur un tour, ou les poteaux d'escalier, ou des barreaux de chaise, ou tout ce type de tournage classique qui aujourd'hui est pour une grande partie en tout cas automatisé.
L'artisan tourneur, aujourd'hui, il va avoir plusieurs options. Il va y avoir les tourneurs qui font vraiment des pièces un peu de production, on va dire. Ça va être des toupies, des bols, des saladiers, ça va être des bijoux, des petites boîtes, des choses comme ça. Il va y avoir les tourneurs vraiment plus, comme on appelle, de création. Ça n'empêche pas que les petites productions soient aussi des créations, mais des tourneurs qui sont plus, pour le coup, artistes que artisans, avec des énormes sculptures tournées, avec des abat-jours ou des luminaires ou des pièces qui mélangent sculpture et tournage qu'on retrouve dans des expos, des grosses expos, des gros salons, on va dire. Et puis il va y avoir aussi tout ce qu'on appelle le tournage à façon. Donc là, ça va être un service en fait qu'on va proposer. C'est des designers, des particuliers, des ébénistes ou des menuisiers du coup qui ne savent pas tourner, qui vont nous demander des pièces et nous on va les réaliser sur le tour en sous-traitance pour eux. Voilà. Et donc toi, tu te spécialises dans quoi ? Alors moi j'aime bien un peu tout, j'aime bien me spécialiser dans un peu tout justement. Je dirais qu'aujourd'hui le gros de mon tournage c'est du tournage de petites pièces en production et en commande. J'aime beaucoup travailler en série sur des petites pièces et du tournage à façon pour des designers, des ébénistes et des menuisiers. J'ai tout un réseau aujourd'hui qui me commande assez régulièrement des pièces à ce niveau-là. Et après, pour le tournage de création, moi j'aime beaucoup le tournage excentrique, le tournage en multi-axes. Donc là, on va utiliser plusieurs axes pour la rotation de la pièce. Alors, c'est déjà très dur à expliquer quand on a un support visuel, mais alors en audio, je m'y risquerai pas trop. Je pense que le mieux, c'est encore d'aller voir un petit peu ce qui se fait sur Internet en tournage multi-axe, tournage excentrique. Ouais, on mettra le lien de ta page Instagram où tu mets souvent des petites capsules de vidéos de pièces que c'est vraiment tu montres la fabrication de A à Z d'un objet et tu mets beaucoup de vidéos de tournage excentrique. C'est ça. Et qui est en fait même en vidéo c'est impressionnant quoi, parce que ça tourne pas dans l'axe du tour. Donc une partie de la pièce est décentrée et ça c'est très très impressionnant. Toujours un peu hypnotisant, même pour moi qui suis face à ça toute la journée. Ouais. Faut être un peu plus concentré, non, quand tu fais du tournage excentrique, il y a vite moyen de taper la pièce d'une manière ou d'une autre, ou peut-être avec l'habitude. C'est comme tout, ouais. C'est, le risque dans les métiers bois, il est constant, il est présent autour de nous, que ce soit en utilisant une scie circulaire ou un tour à bois, le principe est le même, le danger est là. Et il ne faut pas perdre sa concentration. Avec l'habitude, on peut attraper des mauvaises habitudes, justement, ou essayer de garder en conscience tous les jours que le danger est présent. Si on garde ça en conscience, je crois que c'est la meilleure manière de se mettre en sécurité soi-même, en fait. Peut-être même le danger, il est aussi quand on fait de la production en série, où justement on répète le même geste, et au bout de la 99e fois, c'est là où on va peut-être relâcher l'attention. C'est très juste. Je fais très attention à ça dans l'atelier, et je le sens, en fait. Avec l'habitude, j'ai appris à m'écouter là-dessus. Je sais qu'à partir d'un certain moment dans la répétition du geste, mes mains ne suivent plus. Soit parce que à force de répéter, ça va aller trop vite et je vais perdre en dextérité. Soit c'est la concentration qui baisse un petit peu. Dans tous les cas, je sais que je sens ce moment où les mains ne suivent plus et dans ces cas-là, je m'arrête. Je passe à autre chose. Ouais. Est-ce que tu penses que ton passif, ton passé en tant qu'ébéniste et menuisier avant d'être tourneur, ça t'a beaucoup aidé dans ta transformation en tourneur sur bois, ou c'est complètement possible d'être tourneur sans avoir forcément ce passé-là et cette compréhension du bois ? Je dirais oui et oui, parce que les deux sont vrais. On en voit en formation, dans la formation longue aujourd'hui de l'école Escoulen, qui viennent en formation sans même avoir touché une seule gouge des fois, qui n'ont jamais travaillé le bois et qui apprennent tout aussi bien que les autres. L'avantage d'avoir travaillé dans le bois avant, d'être ébéniste ou menuisier ou d'avoir suivi d'autres formations de sculpture ou autres, ça va pas tellement être dans l'exécution du tournage, ça va être toute la connaissance théorique du bois, toute la connaissance aussi pratique de qu'est-ce qu'un outil qui coupe, qu'est-ce que le sens du fil, comment jouer avec la flexion du bois, sa dureté, sa densité, les nœuds, les fentes. Mais le tournage en lui-même, ça prend vraiment sur le tour. Ça, Oui, c'est vraiment un métier du geste, quoi. C'est un métier qui se transmet par le geste. On peut regarder peut-être 100 vidéos YouTube de tournage, mais le jour où on arrive sur le tour, il faut avoir quelqu'un qui te montre.
Ça, je suis complètement convaincu de ça. Je crois que les tutos YouTube, les livres qui parlent de tournage, les magazines qui en parlent aussi, c'est très bien. Ça fait des très bons supports de cours. Ça peut être quelque chose qui alimente un petit peu un apport théorique. Mais les métiers de geste, et pas uniquement le tournage, ça s'apprend, à mon avis, vraiment d'une main à une autre main. Il faut quelqu'un qui sera toujours là pour réajuster légèrement, dire mets-toi un peu plus là, appuie un peu plus à gauche, change très légèrement l'angle de ton poignet. C'est à mon avis impossible d'apprendre ça sur le papier. C'est vraiment de la transmission de main à main. Donc note à moi-même, ne pas commencer comme Julien Monnier, c'est-à-dire tout seul dans ton garage avec un tour et prendre des cours après. C'est un discours que j'entends souvent par d'autres artisans tourneurs qui ont commencé seuls aussi, de dire qu'ils ont fait toutes les conneries possibles. C'est quoi le disclaimer? C'est ne faites pas ça chez vous. Le footage a été réalisé par des professionnels. Très bien, bah écoute, je pense que ça dégrossit un peu le métier de tourneur et qu'est-ce que c'est le tournage. On va passer à plus ton entreprise, sa création notamment, au début. Moi, je suis très curieux de savoir, au début, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as beaucoup réfléchi à ton entreprise sur le papier, on va dire, avant de la lancer? Et sous quelle forme, au début, tu l'imaginais? Pas du tout, en fait. J'y suis vraiment allé à l'improvisation, je crois. C'était un peu l'opportunité qui m'a fait me mettre à mon compte. En réalité, à la fin de cette formation de tournage sur bois, donc, j'ai postulé pour faire une résidence dans l'école de tournage sur bois, où pendant 1 an, on m'a prêté un local, on m'a prêté du matériel. J'ai pu ramener aussi tout l'équipement que j'avais déjà récupéré dans mon atelier précédent, qui était un atelier amateur jusque-là. Et c'est pendant cette année de résidence que je me suis mis à mon compte, ce qui est vraiment le but de cette résidence, de se mettre à son compte sans engager de frais de loyer ou de matériel trop important. Et donc j'y suis vraiment allé un peu sans trop réfléchir, à juste essayer de mettre en œuvre tout ce que je savais faire pour essayer de faire fonctionner une activité. Donc, j'y ai pas vraiment pensé, j'ai pas vraiment réfléchi en amont, et après ça s'est fait au fur et à mesure de l'avancement des choses. Ouais. Donc justement, comment tu as commencé alors? Ça a commencé par quoi? Qu'est-ce que tu as vendu en premier? Comment tu as réfléchi tes objets? Tu t'es dit, je vais vendre quoi en fait? J'ai concrètement pas réfléchi du tout, parce que j'ai terminé la formation, je crois que c'était un vendredi. Et le samedi matin, j'étais dans l'atelier sur le tour en train de tourner déjà, et je sais plus ce que j'ai tourné en premier, ça devait être des toupies ou des boîtes, je sais pas. Je savais qu'il fallait juste fabriquer des objets et ensuite on verra bien. Mais au début, tu t'es dit, ok, tu vas les vendre comment? Enfin, c'était ma grande question, c'était aussi ma plus grande peur. La partie technique m'apeurait un peu moins parce que je savais que j'étais capable de compétences en menuiserie, en ébénisterie, en sculpture et en tournage. Pas forcément parfaite, mais suffisamment pour assurer une activité. La partie commerce, c'était pour moi vraiment la partie qui me faisait peur. C'était aussi la raison pour laquelle j'avais postulé d'ailleurs dans cette résidence. J'ai commencé à vendre mon travail d'abord sur des marchés, et puis après j'ai essayé de trouver à peu près tous les réseaux possibles, des boutiques partagées, du bouche à oreille ou de contacter des entreprises pour essayer de faire de la revente. Ça n'a pas du tout marché d'ailleurs. Des salons, des expos, j'ai vraiment fait un peu tous les réseaux possibles, tous ceux que je voyais faire en fait autour de moi par les autres artisans, pour essayer de trouver un moyen de les vendre. Et donc, les marchés, c'était des marchés artisanaux ou des marchés comme le marché public avec les fruits et légumes, et toi tu mettais un stand à côté? On m'a toujours recommandé d'éviter ce genre de marché. C'est un conseil que j'ai écouté. J'ai participé plutôt à des marchés d'artisans, vraiment. Ouais. Pas forcément spécialisés bois, hein. Ça pouvait être des marchés potiers dans lesquels je m'insérais, ou des marchés de producteurs aussi. Pour le coup, effectivement, il y avait des fruits et des légumes, mais c'était vraiment des artisans producteurs aussi. Et pourquoi on te l'a déconseillé? C'était quoi la logique derrière? C'est que tu viens acheter une courgette et pas un bol, quoi. Exactement, je le constate aujourd'hui. Déjà, c'est très très dur de vendre un artisanat bois sur un marché quand juste à côté il y a quelqu'un qui vend des saucissons. Okay. Les gens ont vraiment beaucoup plus facilement tendance à acheter une bouteille de vin ou un panier de légumes qu'une toupie sur ce genre de marché. Okay. Ouais. D'accord. Moi j'ai une question sur les boutiques partagées, ça m'a toujours intrigué ce modèle.
économique. Comment ça fonctionne? Ça dépend des boutiques, vraiment. Aujourd'hui, on en a une avec 4 autres artisans. Et le modèle qu'on a trouvé, le modèle qu'on exécute aujourd'hui, est à mon avis le modèle vraiment idéal. On a un loyer qu'on divise par 5, on a des charges qu'on divise par 5, et ensuite on fait des roulements pour tenir la boutique. Donc on y va à peu près une fois par semaine, en général un peu plus. Et on vend pour tout le monde quand on est sur place, et personne ne prend de commission sur les ventes. C'est vraiment pour moi le modèle le plus simple, le plus juste aussi, car chacun est rémunéré à hauteur de son travail et tous les frais engagés sont vraiment divisés à part égale, peu importe. Les frais, mais après vous vendez chacun vos créations. C'est ça, chacun encaisse son nom propre. En fait, on a 5 caisses physiques dans la boutique. Et si un client veut acheter, que ce soit une partie à la vitrailliste, une partie au maroquinier, on ne fait pas une facture totale. On fait une facture pour la vitrailliste, une facture pour le maroquinier. Chacun encaisse directement. Voilà. Non, c'est 5 activités différentes, effectivement. Ouais. Et donc ça, c'est la boutique qui est à Eguine? Non, ça c'est la boutique qui est à Tourtour, un petit village du Var. La boutique à Eguine, c'est quand je me suis donc installé dans ce local, il y avait une partie atelier et j'ai cloisonné pour créer une partie boutique. Et là, pour le coup, depuis 2 ou 3 ans maintenant, on expose uniquement les produits qu'on fabrique à l'atelier. Ouais. Et moi, j'avais une question pour revenir un petit peu sur les marchés. Enfin, je me demandais en fait comment tu faisais le choix en fait de te dire oui c'est rentable, non c'est pas rentable. C'est-à-dire en gros tu te disais ok ça va m'occuper une demi-journée de salaire c'est à peu près ça. Et du coup il faudrait que je fasse tant de ventes pour pouvoir rentrer dans mes frais, ne serait-ce que le fait que je sois occupé pendant une demi-journée. Et très honnête, je suis pas du tout la personne la plus adaptée à parler des marchés et des expositions parce que même si j'en ai fait la première année, vu que j'avais pas de boutique pour essayer de vendre mon travail, déjà j'en ai fait très peu. Et très vite, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça. Moi, ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez personnel, mais me déplacer comme ça à la journée et rester assis sur une chaise en extérieur à attendre des gens qui viennent. En plus, c'est très tentant. Et donc, vraiment sur la partie marché, je suis pas la personne la plus qualifiée pour en parler. Il y a d'autres artisans en revanche que je connais qui ne fonctionnent que avec des marchés, qui adorent ça. C'est vraiment un chemin à trouver propre à soi-même. Ouais. Je suis content d'avoir essayé. C'est vrai qu'il y a un contact clientèle qui doit peut-être aussi être des fois satisfaisant. Enfin, après, ça dépend des personnalités. C'est quelque chose que j'ai retrouvé en boutique ouais, derrière. Moi, j'avoue que je préfère tenir la boutique physique à Eguine, que j'ai eu au bout d'à peu près 1 an d'activité en réalité. Donc assez rapidement, j'ai basculé sur le modèle boutique. Et il existe aussi des boutiques d'artisanat qui revendent des objets d'artisans et qui sont tenus par un propriétaire différent, non? Ouais, chaque boutique aussi va avoir un fonctionnement différent à ce niveau-là. Le peu que j'ai expérimenté et que j'expérimente encore un petit peu aujourd'hui, c'est souvent une commission qui est prise, tout simplement, sur les ventes. Alors, il y a un peu deux grandes familles, j'ai l'impression, à ce niveau-là. Il va y avoir ceux qui font de l'achat-revente, donc pour le coup, qui achètent vos pièces, qui achètent vos créations, et qui, eux, vont les revendre avec une commission. Donc on est payé dès la livraison. Je pense que c'est le meilleur modèle possible. L'autre modèle qu'il y a, c'est donc du dépôt-vente, où on va poser les pièces, et on crée un stock. En fonction des ventes, du coup, on sera payé, et on récupère le stock à la fin. Je trouve que selon les personnes avec qui on tombe, c'est pas forcément une bonne idée parce que le fait que la personne en charge du lieu n'engage aucun frais ne la motive pas forcément bien à la vente. Et c'est toujours un peu énervant de mobiliser un stock en fait pour quelqu'un qui potentiellement ne s'en occupe pas bien. Voilà. Mais néanmoins, des fois, ça peut fonctionner. Les boutiques, les fonctionnements, on le découvre qu'en allant discuter avec le propriétaire. Complètement. Et puis ça, c'est des réseaux. Des fois, on va être démarché par les boutiques, ça peut arriver. C'est pas toujours bon signe d'ailleurs quand c'est les boutiques qui démarchent. Moi, je trouve, de mes retours d'expérience. Et puis après, c'est juste le réseau, le bouche à oreille, discuter avec d'autres artisans, partager, échanger les idées, se refiler les bons plans, comme ça. Dans ton entreprise, avec nos premières discussions et puis ce qu'on peut voir aussi sur ton site internet, il y a aussi une partie formation dans ton activité, stage. Complètement, ouais. Alors, pour bien définir mon activité, je dirais qu'il y a 3 parties en réalité. Il y a la partie donc production et création, c'est toute cette partie-là de produits que j'ai designés, dessinés et ensuite qu'on fabrique pour vendre
directement dans notre boutique à Eguin, dans la boutique à Tourtour, sur les marchés éventuellement, ou quelques expos et tout ça. Il va y avoir la partie travail sur commande, parce qu'encore aujourd'hui, je fais pas mal d'ébénisterie et de tournage à façon, comme je le disais. Ça, c'est vraiment une partie très importante aussi du métier. Et donc, la troisième partie, c'est la partie formation, effectivement. Formation et transmission du métier. Ça se présente sous différentes formes. Il va y avoir les stages directement à l'atelier, donc on accueille des stagiaires pour de l'initiation ou des stages un petit peu sur demande pour des techniques particulières dans l'atelier directement. Voilà, c'est toujours un moment un peu sympa, mais c'est toujours aussi un peu délicat, je trouve, en tout cas au niveau personnel, de laisser quelqu'un rentrer dans l'intimité de son atelier, c'est pas toujours si simple. Et il va y avoir la partie formation dans les centres de formation du bois, donc à l'école d'ébénisterie de Barcelonnette par exemple, ou à l'école de tournage sur bois Jean-François Escoulène, où j'interviens en tant que formateur. Et une troisième partie, un troisième organisme avec lequel je travaille, qui est la Fondation d'entreprise Hermès. C'est un programme national sur lequel je suis prestataire, où en fait on va dans des écoles pour faire découvrir les métiers de l'artisanat, du bois, du cuir, du plâtre, etc. Je suis en fait des classes de primaire pendant une douzaine de séances en général, où on va fabriquer un objet en bois avec tout l'outillage d'un vrai menuisier. Donc, c'est trop cool. Et je suis super curieuse, comment vous êtes rentrés en contact entre toi et la fondation, comment ça s'est passé? Ça m'intrigue beaucoup. Pour être très honnête, je ne me rappelle plus du tout. On m'a C'est posé vrai la question il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus qui a contacté l'autre. Est-ce que c'était un appel d'offres auquel j'ai répondu, ou est-ce que c'était au bouche-oreille? Je ne me rappelle pas. Okay. Honnêtement, c'était il y a quelques années déjà. Okay. Et du coup, ça fait... je veux dire, ça t'occupe combien de temps? C'est un stage par an, on va dire, de quelques journées? Comment ça fonctionne? Pour cette partie, avec les écoles, c'est des séances ponctuelles à peu près une fois par semaine. Mais si on met bout à bout tout le temps de travail que j'y passe, ça m'occupe un peu moins d'un mois dans l'année. Ok, mais c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà une grosse partie. Ouais. Mais c'est tellement plaisant de transmettre un petit peu de cette passion à des Donc toi, tu arrives en tant que prestataire, tu arrives avec tout ton matériel, et le matériel d'ébénisterie, des petits établis, enfin je sais pas comment. Alors non, pour le coup, avec la Fondation d'entreprise Hermès, tout est fourni. Le bois, le matériel, tout est livré directement dans l'école dans laquelle je vais travailler et stocké là-bas. Et à la fin, je refais l'inventaire et je réexpédie directement. C'est un organisme qui est très bien accompagné par d'autres organismes, les Compagnons du Devoir, la Villa Noailles, etc. C'est vraiment une grosse machine qui est en route au niveau national et international maintenant. Pour les autres centres de formation, quand c'est l'école de tournage sur bois, par exemple, tout le matériel est déjà sur place. J'arrive, tout est normalement prêt, le bois est débité, les affûtages sont faits sur les gouges, tout est nickel. Et puis après, il y a des centres de formation comme par exemple à Barcelonnette où ça va être un peu plus au détail. Je sais sur place qu'il y a des tours, du matériel, mais je sais aussi que c'est pas du tout leur vocation première d'apprendre le tournage sur bois, que c'est quand même une petite partie de la formation, c'est pas le principal. Et donc c'est convenu que j'arrive toujours un petit peu plus tôt pour vérifier les affûtages, vérifier l'état du matériel qui a servi entre-temps et qui n'a pas forcément été toujours surveillé. Ça peut arriver s'il faut un tour supplémentaire ou un touret d'affûtage ou quoi, que je prenne le mien directement, mais c'est toujours convenu en avance. Pour finir sur la vente en tant que telle, moi j'ai des interrogations sur déjà quel temps tu passes à faire de la recherche et développement, si on peut appeler ça comme ça, ou du moins faire ton processus créatif, essayer de trouver des nouvelles pièces. C'est très difficile parce que c'est pas du tout cadré comme temps de travail et comme division du temps de travail. C'est vraiment difficile d'expliquer, mais en gros, c'est du 100% tout le temps, du 120% tout le temps. La création, c'est soit des moments que j'arrive à un petit peu intercaler dans l'atelier ou à me réserver pour ça. La plupart du temps, en réalité, la création, c'est le soir devant une feuille de papier ou sur la route en train de penser à quelque chose qu'on pourrait faire ou quoi. Pour ce qui est de la production, chaque année, j'essaie de sortir des nouveaux produits. Ça, c'est, à mon avis, une obligation. Et puis, et donc de réformer aussi peut-être certains qui... Voilà, certains, je les arrête complètement au fur et à mesure, que ce soit par goût personnel ou par évolution dans la qualité de travail ou dans affiner, on va dire, un ensemble cohérent entre les produits. Il y a aussi des fois où on se lasse, tout simplement, et on n'a plus envie.
Et il y a quand même toute une partie de la production que d'une année à l'autre, je refais vraiment en quantité égale à celle de l'année dernière, voire supérieure selon Donc ça, ce serait les produits qui se vendent le mieux pour toi, c'est ça? Enfin, c'est les produits qui se vendent, en tout cas pas forcément ceux qui se vendent le mieux, mais je vais dire un truc comme ça. Si l'année dernière j'ai vendu 120 toupies, je sais que pour cette année il m'en faut 120 ou un peu plus. Que ce soit les toupies qui se vendent le plus ou pas, peu importe, mais ça se vendra de toute façon en quantité comme ça, donc il faut les faire. Je veux pas du tout miser sur 2 produits phares. Je veux un panel large de produits, que ce soit pour avoir une offre un petit peu large, ou pour moi aussi à l'atelier, ne pas me retrouver, comme j'appelle, esclave de ma propre production, à être obligé en fait de répéter exactement la même chose tout le temps. C'est clairement pas pour ça que je me suis mis à mon compte, sinon je serais resté à travailler en usine, à faire des... Alors, mais concrètement, comment ça se passe? Un matin, tu te lèves et tu dis, ok, j'ai 120 toupies à faire, je vais m'installer, ma série, ma production pour réaliser ces 120 toupies ou peut-être 50, mais... C'est toujours vu en amont. Aujourd'hui, j'ai une salariée à l'atelier qui m'aide énormément sur la production et on a un planning, tout simplement. On a des quantités, on va dire, à produire avec des dates butoirs. On essaie juste de toujours faire le maximum de production en fonction des priorités, de ce qu'on n'a plus en stock ou de ce qui est plus ou moins ébauché, de savoir ça, il n'y aura plus qu'à terminer ça, du coup on va vite basculer sur celui-là parce que ça on pourra le finir plus tard, etc. On essaie toujours de tout avancer à fond parce qu'en fait, entre-temps, il y a aussi tous les imprévus, toutes les commandes à réaliser en urgence, tous les imprévus du style ah bah tiens, on a abattu un arbre, est-ce que vous voulez le récupérer pour aller le travailler derrière? Donc là, on sait qu'il faut réagir vite et ça va nous bloquer 2 jours de travail pour aller chercher l'arbre, l'emmener dans une scierie, le scier en plateau, le ranger quelque part. Donc ça coupe la production. De manière générale, c'est toujours prévu au moins 1 ou 2 semaines à l'avance le planning, mais on n'arrive jamais à s'y tenir. Justement, allons faire un tour dans son atelier et rencontrons sa salariée, Marina Ferrantoni. Alors, Marina, dis-moi, là, tu es en train de faire une toupie, par exemple. Comment tu sais quel profil tu dois faire, quelle forme? Il y a des étapes, mais après les toupies bois, l'idée c'est que j'ai un peu carte blanche sur les profils, quoi. Alors après il y a des profils. Carte blanche un peu guidée quand même. Ouais, voilà. Je sais ce que je voulais quand je les ai dessinés, j'avais fait toute une feuille d'ailleurs, il y avait plein de profils. Okay, c'est que j'aime bien les formes, la régularité sur certaines ponctuations et tout ça. Ouais. Tout n'est pas bon dessus, mais en gros, il y a des profils à base de doucine, à base de tord, de gorge et tout ça. Moi j'aime bien quand c'est un peu 6D, quand c'est pas des toupies trop vulgaires, trop... Puis avec le temps, je fais un peu les toupies que Julien il aime bien, du coup j'essaye de rester un peu dans le thème, quoi. J'ai 3 réseaux, on va dire, au niveau de la récupération du bois. Il va y avoir une scierie qui est à peu près à 1 heure du village, dans laquelle j'achète tout mon bois sec en plateau pour les commandes immédiates, on va dire. C'est plus un négociant qu'un scieur, donc le tarif est un peu plus élevé, mais c'est quand même pratique d'avoir ça à proximité. Une deuxième partie du réseau, c'est un scieur avec lequel j'aime beaucoup travailler, qui est un peu plus loin. Pour le coup, c'est quelqu'un qui est artisan scieur, qui vend autant du plateau, des tailles qu'à la grume, qui arrive à avoir à peu près toutes les essences de bois qu'on lui demande, à condition d'appeler un petit peu en avance. Donc là, j'y vais, on va dire, en moyenne 2 fois par an pour remplir vraiment mon camion de plein de plateaux de bois différents qui vont me servir plus pour de la pièce de création. Et la troisième partie, ça va être le bouche à oreille. Donc la récupération d'arbres, que ce soit sur pied, déjà abattus à cause d'une tempête, etc. J'ai la chance d'avoir dans mes connaissances une personne qui a une scierie, en fait, une scierie mobile qui est là pour son usage personnel. Donc ça me permet de les scier en plateau, de les stocker, de les sécher. Et ça, c'est vraiment au cas par cas, en fonction des opportunités et de la difficulté d'abattage aussi. Et puis du côté éthique, parce que c'est un peu paradoxal, mais je suis quand même plutôt pour on va dire un arbre en bonne santé. Je préfère qu'on le laisse sur pied plutôt que de l'abattre pour le travailler. Je crois que les arbres, on leur en met déjà plein la tronche. C'est bien si on peut leur foutre un peu la paix. Donc tout le bois qu'on récupère nous-mêmes, c'est uniquement des arbres qui sont soit destinés à être abattus pour des raisons diverses et variées, mais en tout cas, c'est pas de notre fait qu'on va décider de l'abattage, ou alors des arbres tombés à cause d'une tempête, ou alors des arbres morts sur pied.
Mais quand quelqu'un arrive et nous propose un arbre, c'est toujours un petit peu la première question, c'est de dire pourquoi. Parce que si c'est juste l'abattre pour l'abattre, j'avoue que je comprends pas trop l'intérêt. Alors ça veut dire que tu as un bel espace de stockage? Parce que ça prend ça. Les espaces de stockage et les espaces d'atelier, c'est un peu particulier parce que plus on en a, plus on le remplit. Il y a... La nature déteste le vide. Exactement, ouais. Les ébénistes aussi, je crois. J'ai 18 tours. Au tout début, c'était assez compliqué de stocker le bois parce que je le stockais devant l'atelier comme je pouvais, empiler un peu à l'arrache. C'était vraiment un petit espace qui était toujours plus ou moins plein. Avec le temps, j'ai fini par trouver un local qui doit faire peut-être 70 mètres carrés. Je l'ai rempli en à peu près 2 mois de plateaux de bois. Et là, il est plein à craquer. Actuellement, j'ai tous mes plateaux de bois qui sont stockés dans mon jardin en attendant de trouver un autre local pour continuer à augmenter le volume de stockage. Et je suis sûr que quand j'aurai trouvé un autre local, je le remplirai tout aussi rapidement et ça ne suffira toujours pas. Pour finir le chapitre sur la vente, il y a toujours une question qui me taraude l'esprit, et notamment dans un endroit très touristique comme ici à Eguin, et notamment quand tu as une boutique. Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans tes créations et dans les ventes aussi, quand tu es tourneur sur bois? Là, la saisonnalité de mes ventes, elle est due à l'emplacement, en fait, à la région, tout simplement. C'est une région qui fonctionne quasiment uniquement l'été. L'hiver, il y a très peu de passages, même très peu d'habitants en réalité dans la région. Donc, pour toute la partie vente en boutique, en général, c'est de avril à octobre. La boutique est ouverte 7 jours sur 7. La boutique de Tourtour, elle, ça va être plutôt de mai à septembre, on va dire. Ensuite, à Noël, il y a une partie, évidemment, où c'est le moment où pour vendre ses créations, c'est un créneau à pas trop louper. Et après, la saisonnalité, elle n'est pas seulement sur la vente de ma production, elle est aussi, du coup, sur la vente de mes prestations et de mes chantiers. Je m'arrange toujours avec les organismes avec lesquels je travaille pour faire mes formations, par exemple, en dehors de l'été. Ce qui me permet d'être beaucoup plus présent sur la partie boutique. Même chose pour tous les chantiers, on va dire, les commandes de mobilier ou les restaurations, tous les ouvrages un peu plus volumineux ou les ouvrages qui nécessitent d'être sur place. Je prends les commandes l'été, je peux éventuellement aller sur place pour prendre les mesures et pouvoir faire les devis, mais les réalisations se font toujours à la fin de la saison d'été en réalité. Ouais. Ouais. Donc ça te fait une année assez saisonnière en fait finalement. Tu as plutôt une période formation, une période stage, après une période plus production. Exactement, ouais. Ouais, on pourrait presque la diviser en deux en réalité l'année, entre la partie vente de production à la boutique et vente de prestations et de services le reste de l'année. Et alors est-ce qu'il y a des vacances dans tout ça? De temps en temps, un peu. Oui, 1 ou 2 jours à droite à gauche quand même. À Noël, un petit peu après Noël, quoi. Ouais. Moi, je voulais juste revenir rapidement là, sur le processus créatif et de manière aussi un peu plus générale. Est-ce que tu assures une veille sur qu'est-ce que font les tourneurs qui t'entourent ou des gens qui t'inspirent particulièrement? Comment tu te tiens au courant des nouvelles techniques ou juste qu'est-ce qui se fait en fait dans le milieu du tournage pour être à la fois à la page et en même temps ne pas trop être tout le temps en train de regarder ce que font les autres pour pas que ça affecte ta propre production. Comment tu trouves cet équilibre? C'est un équilibre qui est dur à trouver et je sais même pas si je le trouverai un jour. Je pense que c'est vraiment difficile. Pour tout ce qui est de la partie innovation et découvrir ce qui se fait, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, c'est très facile d'être très au courant de plein de nouveautés et de nouvelles créations qui sortent. Ça peut être tout autant inspirant que juste ouvrir à des nouvelles, inspirant sur le côté créatif de la pièce finie, ou ouvrir à des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes de travail qui elles-mêmes inspirent d'autres créations par la suite. Il n'y a pas vraiment de chemin logique dans la création, et puis quand j'en parle avec d'autres créateurs, chacun a ses méthodes différentes. En ce qui me concerne, pour la partie vraiment création ou dessin de produits, on va dire, il y a plusieurs moyens pour ça. Ça peut être dépendant d'une idée technique. Je me dis, tiens, j'ai découvert une nouvelle technique. Ah, mais ça peut me permettre de faire un truc comme ça, c'est super. Voilà. Dans ces cas-là, je vais trouver un objet ou quelque chose qui va être juste un prétexte pour utiliser cette technique et me faire plaisir en réalité. Il va y avoir les idées spontanées aussi, ça n'arrive pas tous les jours, mais des fois, on est en train de marcher et puis d'un seul coup, on a une méga idée. Alors, il faut vite la noter avant de la perdre. Et puis, de manière générale, il y a quelque chose sur lequel j'essaie de me tenir vraiment. J'essaye en fait toujours, quand je dessine quelque chose ou que j'ai une idée, d'abord d'aboutir à un dessin fini, à un produit fini, voire même un prototype terminé,
avant d'aller voir ce qui existe, si ça existe déjà ou si des produits similaires existent, pour éviter de polluer son champ créatif, on va dire. Voilà. Ça peut être très décourageant quand on a une super idée et qu'on voit qu'en fait elle existe déjà un petit peu mais différemment ailleurs, on n'a plus trop envie de la réaliser. À partir du moment où l'idée que j'ai eue, je l'ai aboutie et terminée, même si elle existe déjà, moi je pourrais considérer que c'est une vraie création, parce que c'est pas quelque chose que j'ai copié. Et est-ce que c'est un sujet dans le milieu, c'est-à-dire un copyright qui est mis sur certaines techniques, ou des gens qui peuvent se plaindre qu'ils trouvent que la personne qui a fait une nouvelle production, ça ressemble quand même un peu à ce qu'ils font aussi, enfin... Oh oui, ça existe énormément, parfois de manière tout à fait justifiée, auquel cas je comprends que ce soit un peu énervant. Moi-même, à force de donner des formations, je me suis rendu compte que des fois j'avais des pièces qui clairement étaient des copies de ce que j'avais créé. Sur le plan personnel, moi ça me dérange absolument pas et j'ai vraiment pas trop d'ego par rapport à ça. Je considère que si la personne est capable de le faire mieux que moi ou plus rapidement, c'est clairement à moi de me remettre en question et pas à cette personne qui a copié l'idée. Après, c'est juste bête pour cette personne. Moi, des idées, j'en ai plus que de temps pour les fabriquer, donc ça me fait pas trop peur. Mais ça veut dire que moi, ce qui m'impressionne, c'est justement à quel moment tu te dis, là, je m'inspire, jusqu'où je m'inspire et je copie, quoi. Il y a l'inspiration, puis et comme tu dis, ça peut être juste essayer d'arriver au prototype avant d'aller s'inspirer ailleurs. La limite est très fine, en fait, entre la copie et l'inspiration. Et de manière générale, il va y avoir quelque chose que moi j'aime bien, que j'ai retrouvé beaucoup dans le milieu du tournage, c'est quand quelqu'un va vouloir copier une technique ou même une pièce finie, avant de la commercialiser, ça peut arriver qu'il demande à l'artisan qui avait créé ou qui lui a appris cette technique si c'est OK. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très correct. La plupart du temps, en plus, la réponse est oui, donc il n'y a vraiment aucun souci à ça. A l'inverse, ceux qui vont clairement venir assister à un stage pour ensuite copier la technique, se l'approprier sans jamais créditer la personne qui a vraiment eu cette création à la base, je trouve que c'est très incorrect de sa part. Ça ne va pas forcément atteindre directement financièrement ou dans la réputation la personne créatrice, mais là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment un peu injuste en réalité. Je pense qu'il y en a qui... Et pour finir ce chapitre-là, mais juste sur l'aspect vraiment légal, il y a un aspect légal à ça? Toi, tu te fais copier par un autre confrère sur une pièce. Est-ce que On peut déposer des brevets, des choses comme ça. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Beaucoup de gens m'ont incité à le faire pour un des petits jeux en bois que je fabriquais qui marchait très bien. Et de toute façon, je crois qu'un brevet, je m'étais un peu renseigné, c'est pas donné. Il va falloir le déposer, c'est un dossier qui est un peu long à monter. Et au final, pour copier quelque chose qui est breveté dans le milieu de la création, c'est assez facile. Il suffit de modifier 2-3 choses et puis finalement, on arrive à copier quand même. La plupart des tourneurs que je connais qui ont déposé des brevets sur des choses un peu particulières, je pense que souvent, c'est un peu plus parce qu'eux-mêmes sont convaincus d'avoir une idée et peur d'être copiés. Mais en réalité, le risque, il n'est pas si important. Et est-ce qu'il existe des brevets sur des techniques ou des outillages? C'est une très bonne question, en réalité. La plupart des tourneurs sur bois sont des artisans. Ce n'est pas du tout des personnes qui vont aimer de faire de l'administratif. Et la plupart sont des passionnés qui sont plus dans l'échange des techniques, finalement, que dans la protection de leur idée personnelle ou de leur développement de création. Donc, je crois qu'on est plus occupé à se refiler les bons plans qu'à essayer de les garder pour soi, de toute façon. Alors, on va passer à l'avenir de ton entreprise. S'il y en a un, je le souhaite. Si tu l'as déjà imaginé, ou voilà. J'espère qu'elle a encore un peu d'avenir, quelques années devant elle. Et ben justement, aujourd'hui, quel est le plus gros obstacle, ou l'épine dans le pied, ou quelque chose que tu vois venir, ou qui serait déjà là, qui t'empêche un peu d'évoluer? La grosse problématique qui se pose déjà depuis un petit moment, là, actuellement, à l'atelier, c'est la surface. C'est vraiment bête à dire, mais la chose qui bloque vraiment le développement de l'activité actuelle, c'est la surface de l'atelier. On est sur un petit atelier de tournage, on est 2 à travailler à plein temps dedans. On a essayé à 3,
ça fonctionne pas du tout, juste pour des raisons pratiques. En termes d'investissement de machines, ça bloque parce qu'on ne sait plus où les mettre. En termes de poussière et d'aspiration, on a beau mettre tous les systèmes, les extractions qu'on veut, on bouffe de la poussière tous les jours et ça sur le long terme c'est pas vivable non plus. Ça limite aussi dans les ouvrages. Si on commande un escalier aujourd'hui, c'est pas du tout le temps de travail sera peut-être triplé juste à cause de la surface de l'atelier qui fera que ce sera uniquement de la manipulation de machines et même pas de la manipulation de pièces de bois pour fabriquer l'escalier, quoi. Parce que ta surface te demande à avoir des machines stockées dans un endroit qui n'est pas utilisable, tu es obligé de pousser une autre machine pour pouvoir sortir une machine. On essaie d'adapter nos réalisations, on va dire, en fonction du parc machine qu'on a et de la mise en place. C'est pas rare, effectivement, de mettre la dégauchisseuse un petit peu tirée sur le côté et en billet pour pouvoir aboter une pièce qui va rentrer jusque dans les toilettes de l'autre côté de l'atelier. Ouais. J'essaie de le limiter, mais malheureusement, des fois, pour répondre à un besoin, c'est comme ça. Donc là, la grosse épine dans le pied, c'est la surface de travail dans l'atelier. Ouais. C'est une très bonne question. C'est pas grand. Le local en lui-même, complet, boutique et atelier, doit faire 75 mètres carrés de mémoire. Et je pense que l'atelier doit faire 45 ou 50 mètres carrés grand maximum. Donc là, tu as une entreprise avec un salarié à temps complet, plus toi à temps complet. Ce serait quoi la prochaine grosse évolution de l'entreprise ? J'aimerais pouvoir prendre quelqu'un en apprentissage. La transmission et la formation, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. J'ai eu la chance pendant mes études d'avoir des patrons qui m'ont fait confiance, qui m'ont pris en apprentissage, d'avoir des patrons qui m'ont pris en stage, qui ont su me transmettre leur passion du métier. Je leur ai toujours dit que je ne pouvais pas leur rendre directement ce qu'eux m'avaient apporté. Mais ma manière de leur rendre, ce sera à mon tour, si je peux transmettre un petit peu de cette passion, un petit peu de cet intérêt du métier, et puis donner la chance à quelqu'un de pouvoir mettre un pied dans un atelier, je le ferai toujours volontiers. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on refuse jamais quand on a une demande de stage à l'atelier, on accepte toujours. L'idée, ce serait vraiment d'avoir quelqu'un en apprentissage à l'atelier en plus, ce serait super. Et justement, ça me fait penser, je me dis, autant des demandes d'apprentissage dans les métiers de menuiserie et bénisterie, ça doit être assez fréquent, autant je ne sais pas si les jeunes aujourd'hui, ils sont au courant que le métier de tourneur sur bois, ça existe, et est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui recherchent des apprentissages ? Et maintenant, il y a un super podcast qui en parle. Ouais. Il y en a qui cherchent un petit peu. J'ai rarement des demandes en apprentissage, en tournage. Si j'en ai peut-être une par an, c'est une des fois deux. En ébénisterie, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont clairement des demandes où la personne n'a pas du tout regardé ce qu'on faisait à l'atelier parce qu'on voit que c'est pas cohérent. Mais il y en a où au contraire c'est très ciblé. Ça va être plutôt des ébénistes en apprentissage qui voient la partie tournée et qui disent qu'ils aimeraient bien faire les deux. Ceux-là, c'est les meilleurs profils. C'est toujours vraiment une énorme frustration pour moi de leur expliquer que j'aimerais les prendre, qu'il y aurait les moyens en plus de les prendre. Le seul truc qui bute, c'est la surface dans l'atelier. Ah, c'est toujours la surface, okay. Malheureusement. Parce que là, du point de vue administratif, si demain tu voulais prendre un apprenti, ta structure te le permet, en termes de, je sais pas, de ce qui va avec en sécurité sociale. Au niveau du statut de l'atelier, des charges et tout ça, j'en ai vraiment aucune idée en réalité. Je pense que de toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra changer le statut de l'atelier. Actuellement, c'est une auto-entreprise ou micro-entreprise. Ce qui me permet, pour l'instant, avec le chiffre d'affaires qu'on fait à l'atelier, d'avoir une personne en salarié et d'être tout bien réglo, on va dire. À terme, je pense que prendre quelqu'un d'autre, ça veut dire aussi augmenter tout plein de charges et tout. Ce sera recalculé. Il y aura sûrement un statut à changer, mais c'est quelque chose que moi je suis prêt à faire s'il faut ça pour développer l'atelier. C'est un chemin logique de toute façon. Juste pour clore sur l'aspect fiscal, tu déclares la TVA ? Non, en micro-entreprise, en fait, on n'a pas de récupération de TVA et tout ça. Ouais. C'est un statut qui est assez génial. Quand je l'ai découvert, je me suis rendu compte que ça me correspondait pile poil. Faut juste déclarer le chiffre d'affaires tous les mois et il n'y a rien d'autre à faire. Tout le reste, après, c'est au bon vouloir de l'artisan. Alors, personnellement, je suis très très carré sur ma comptabilité. Je suis au courant d'à peu près tout ce qui rentre, tout ce qui sort, des prévisionnels et tout ça, mais c'est pas du tout une obligation légale de le faire. La seule obligation légale, et c'est là que ça permet de rendre l'activité accessible à quelqu'un qui est vraiment fort en atelier mais pas en administratif, c'est tous les mois déclarer le chiffre d'affaires et c'est tout. Et on est imposé sur le chiffre d'affaires. C'est ça, on a juste des charges en fonction de ça
Et voilà, ça s'arrête là. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, si ça te gêne pas d'en parler, mais si tu devais faire, tu vois, genre un petit peu une découpe des coûts dans ton atelier, ce serait quoi j'imagine les charges salariales, le bois, l'entretien des machines. Tu mettrais à combien de pourcents tous ces coûts dans tes dépenses? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait exactement la division. Je ne saurais pas dire exactement le détail. Je dirais que la charge salariale, donc de mon employé et moi-même compris, c'est à peu près la moitié des dépenses. C'est assez difficile à dire en réalité. Je connais la moyenne à peu près de dépenses mensuelles de l'atelier, c'est autour de 5 000 € à peu près. Tous les mois on dépense 5 000 € entre charges fixes et charges variables en moyenne. Voilà. C'est difficile de dire dans le détail. Après, il faudrait que je regarde vraiment dans la mon structure. Du coup, je me disais, qu'est-ce qui coûte le plus cher? C'est le loyer. Les charges salariales, ça paraît être une évidence, mais après, il y a le loyer, il y a l'électricité, il y a le bois, enfin, il y a l'entretien des machines. Et je me demandais, tu vois, genre, qu'est-ce qui était vraiment des coûts majeurs et auxquels il fallait faire attention si on se lance en tant que professionnel. Le loyer, il n'est pas super important parce qu'on est locataire de la mairie dans le local et bon, c'est toujours des loyers un peu préférentiels. Après, il y a le loyer du stock de bois et tout ça, mais dans l'ensemble, ce qui coûte vraiment le plus cher, je crois actuellement, c'est nos salaires parce que l'atelier est bien en place, que j'ai jamais fait de crédit. Je me suis équipé petit à petit en matériel et en fonction du bénéfice. Donc au final, voilà. L'entretien des machines, c'est moi qui l'assure. À part l'affûtage des lames de scie circulaire, il y a assez peu de consommables en dehors du bois finalement. C'est d'ailleurs un des avantages, j'imagine, du métier de tourneur sur bois comparé à un menuisier ou ébéniste, c'est que l'achat initial reste relativement peu. C'est-à-dire acheter un tour, acheter des gouges, et on peut commencer à produire quelque chose et à le vendre. C'est clair, pour être installé en tant que tourneur sur bois, si on ne veut pas du tout faire d'ébénisterie ou de menuiserie, il vous faut un tour, un touret, une scie à ruban et des gouges. Et c'est tout. Une enveloppe de, je pense, 2000 à 2500 € suffirait pour un tourneur amateur pour installer un atelier et travailler déjà. Ouais. C'est pas mal inspirant, et puis tout ce qu'on vient de dire jusque-là, puis même ça, l'achat initial reste accessible. Et pour finir sur l'inspiration, essayer d'inspirer un peu nos auditeurs aussi, que le métier de tourneur sur bois est aujourd'hui possible et largement faisable d'en vivre. Justement, ce serait quoi ton premier conseil qui te vient à l'esprit si demain tu voudrais conseiller à un jeune qui se lance et qui veut devenir tourneur sur bois? Déjà, il y a une phrase, moi, que quand je me suis mis, avant de me mettre à mon compte, une amie tourneuse sur bois m'avait dit ça. Elle était installée à son compte depuis quelques années. Elle m'a dit, quand tu te mets à ton compte, il y a seulement les 3 premières années qui sont très dures. Après, c'est seulement dur. Okay. Super pour la vision de l'espoir. Ouais, c'est motivant. Hein. C'était assez rigolo, mais il vaut mieux partir dans ce sens-là, de se dire que ça va être dur, quitte à découvrir plus tard que ça ne l'est pas tellement. Donc il faut être prévenu que c'est sûr, c'est pas un métier dans lequel on va trouver immédiatement de la facilité et du confort. Après, si j'avais vraiment un conseil à donner, et ça se vaut à tous les métiers de l'artisanat, je pense, c'est de ne pas écouter les vieux bougons. On en croise beaucoup quand on parle de ça. Des artisans qui sont installés parfois depuis 40 ans, pour certains encore plus, qui vont vous dire ah, tu veux te mettre à ton compte, ah bah tu vas voir, tu vas bien en chier, ça va vraiment être compliqué, tu vas jamais bien gagner ta vie, ça va être très difficile, tu vas te retrouver endetté, ça va être des moments durs, tu vas travailler tout le temps, tu vas finir ton dos cassé, etc. Je trouve que c'est assez affreux d'écrire son métier comme ça, et moi j'ai toujours un peu envie de leur répondre, oui d'accord, tu tiens ce discours-là, n'empêche que ça fait 40 ans que tu vis de ton activité, c'est bien que c'est possible finalement. Et puis, juste éviter ça, éviter de tomber dans cette espèce Écoutez plutôt ceux qui sont positifs et qui vont vous dire que, moi j'en vis, je vis bien, j'ai un salaire tout à fait correct, je fais un boulot qui m'épanouit, je suis jamais allé à reculons au travail depuis que je suis à mon compte. Et c'est ça en fait, gagner sa vie aussi. Donc, c'est beau comme message. Et je trouve que c'est vrai que c'est un peu nous aussi un discours que des fois on rencontre avec certaines des personnes qu'on a pu rencontrer dans le cadre de l'école, c'est que le métier va être difficile, que ça va amener des soucis de santé personnelle et tout ça, parce qu'il va falloir passer beaucoup de temps dans l'atelier. Et je suis assez d'accord sur le fait que c'est aussi à nous d'aider à porter le message du fait qu'en fait on peut aussi un peu changer ça, enfin, changer cette vision du travail, cette vision de faire. Et il existe un super podcast qui parle de ça.
et qu'on peut s'épanouir dans ce travail et en vivre et qu'il existe des façons de faire sans se rendre malade et sans faire trop de sacrifices. Enfin, moi, c'est mon espoir en tous les cas. C'est un espoir qui n'est pas infondé, je pense. J'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui exercent une activité artisanale, qui en vivent très bien d'ailleurs. Pour certains même c'est pas impossible, je crois, de faire fortune dans des métiers comme ça. Ils n'ont pas forcément mal au dos. Et voilà, exactement, qui sont en pleine santé et qui n'ont pas de la poussière plein le nez et qui sont à moitié sourds à cause des machines et tout ça. Reste à chacun de se protéger et de faire Bien attention sûr. à ça, évidemment, mais oui, on peut. Et si c'était à recommencer la création de ton entreprise, puisque Je signe direct, moi. Bah, t'as dit que c'était très très dur par contre au début. Donc, C'est très très dur, ouais. Mais maintenant, c'est plus que dur, donc ça. Ah oui, ça va. Il y a aussi ce truc quand même. Bah, pour c'est finir, ma vraiment- question, c'est qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était à refaire aujourd'hui? Ça va peut-être sembler un peu bateau ou un peu niais comme discours, mais de tout mon parcours que j'ai fait depuis que j'ai 15 ans, j'ai baladé dans beaucoup d'entreprises et j'ai vu beaucoup de techniques, rencontré beaucoup de personnes, et ça n'a pas toujours été des expériences positives. Il y a eu des expériences négatives dedans, évidemment. Finalement, avec du recul, je me dis que ces expériences négatives m'ont apporté beaucoup de choses et qu'en fait, si je les avais pas eues, je serais pas du tout là aujourd'hui. Dans tous les cas, le chemin que j'ai fait, il m'a amené aujourd'hui à être probablement l'artisan le plus heureux du monde, je crois. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je m'éclate dans mon travail, je suis super heureux tous les jours. J'ai encore plein de projets et plein de motivations comme au premier jour, donc ce chemin m'a amené là aujourd'hui. Si j'avais eu un chemin plus facile ou différent, je serais peut-être pas ici en fait. Donc je le regrette pas du tout. Je referais tout pareil, je pense, même avec les erreurs formatrices, même avec un peu les coups de pied au cul que j'ai pu prendre ou les situations malaisantes dans lesquelles j'ai pu me retrouver ou les moments de remise en question, les moments de doute, les moments de crainte. On en a tous quand on est artisan, je pense. Je referais tout pareil, je crois, avec les mêmes erreurs. Et j'espère continuer à en faire des erreurs pour continuer à développer ça. Je crois que ça sonne comme un super message de conclusion. C'est Ouais. très positif tout ça. Bah, c'est tout pour nous. Merci beaucoup Julien. Merci à vous, Clélia, Camille. C'était Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et merci à vous surtout, c'est vous qui m'avez beaucoup écouté. on vous donne rendez-vous dans notre prochain épisode. Ouais. Et merci d'avoir écouté cet épisode. C'est ça. À bientôt. Merci Julien, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé et que vous en tirez des enseignements, merci de penser à nous laisser un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos pensées ou même des propositions d'intervenants à @gmail.com ou sur Instagram. Ce podcast est réalisé et produit par nous, Camille